Dans le chaos, les indicateurs sont mauvais, la société se radicalise. Est-ce qu'il s'agit d'une voie sans retour? Le président tunisien est sûr de lui. Je vous propose de l'écouter. Il n'y a pas d'avenir pour les groupes terroristes dans notre pays. Il n'y a pas d'avenir politique parce que le choix d'un État démocratique et d'un État équitable est un choix sur lequel on ne peut pas revenir. Flavien Bourrat, on a du mal à être convaincu. C'est pas vraiment ce que semble nous dire le terrain depuis plusieurs semaines maintenant, hein, avec des affrontements à la frontière algérienne. Oui, on a effectivement cette montée de la violence armée, qu'on peut qualifier de djihadiste ou de salafiste djihadiste. Paradoxalement, peut-être aussi, c'est à la fois préoccupant et ça peut aussi démontrer un certain affaiblissement de cette mouvance radicale. Alors, si je reviens sur les attentats qui ont eu lieu hier, qui heureusement ont avorté, hein, L'un déjoué et l'autre sans victime, voilà, alors au-delà effectivement, il de s'agit l'auteur. tentative d'attentat suicide, c'est une première en Tunisie. Et là aussi, est-ce que paradoxalement, ça n'est pas le signe d'une certain affaiblissement alors de cette mouvance djihadiste, hein, qu'on centre autour de ce groupe qui s'appelle Ansar Sharia, hein, on pourrait revenir un petit peu dessus, savoir ce que c'est. Parce qu'au fond, cette mouvance actuellement subit la pression, hein, sécuritaire de l'État tunisien et également aussi de l'autre côté de la frontière algérienne. Très clairement, il y a un effort par des forces combinées de l'armée, de la garde nationale et de la police, hein, ça c'est assez récent, pour effectivement essayer de neutraliser ces groupes armés. Et le fait d'envoyer des kamikazes sur des sites effectivement extrêmement sensibles, hein, puisqu'ils sont notamment touristiques. Est-ce que c'est pas une manière, certains ont dit que c'était une diversion, de desserrer cet étau sécuritaire qui est en train de se développer, notamment sur le long de la frontière algérienne? Est-ce que Narda refuse de voir cette réalité, cette menace islamiste, ou est-ce que Enarda ne se rend pas compte de l'ampleur de ce danger? Madame, cette action terroriste est dirigée plus précisément à l'encontre de Narda et à l'encontre de Troïka qui gouverne maintenant. À chaque fois où le pays se stabilise, il arrive une action terroriste qui déstabilise l'état politique et l'état social de la Tunisie. Moi, je considère qu'il y a un appareil caché quelque part et qui manipule certains salafistes, certains fanatiques religieux. Quand Enarda dit on torpille nos efforts, effectivement, nos efforts de transition, qui torpille ces efforts? Qui précisément? J'ai pas compris votre question. C'était les accusations à d'Enarda hier. On a entendu le Premier ministre dire que quelqu'un, avec ces attentats, effectivement, c'est ce que vous évoquez, Oui. torpille, essaye d'empêcher cette transition. Quels sont ces auteurs? Mon collègue il l'a évoqué tout à l'heure, il y a toujours les contre-révolutions. Il y a l'appareil profond de l'État, il y a ceux qui ont de la nostalgie vis-à-vis de l'ancien régime et qui ont perdu leurs intérêts dans cette société démocratique et ils ne veulent pas que la Tunisie se stabilise. Et donc, ils sont en train de manipuler que ce soit des jeunes collégiens, des jeunes lycéens, des analphabètes fanatiques illettrés et qui sont en train de passer à l'action. Heureusement, on a une armée populaire qui sera la garantie de la démocratie et la stabilité de notre peuple et de notre pays en Tunisie. Sur cette contre-révolution, qu'il y ait des acteurs qui ont intérêt à la déstabilisation du pays, c'est sûr. Que ces acteurs soient en partie liés à l'ancien régime bénaliste, c'est certain. J'ajouterais néanmoins que Enarda, dans cette affaire, a perdu un pari. Effectivement, Enarda, dans un premier temps, a tenté d'intégrer les salafistes dans le jeu politique, en tentant, pour le coup, de les banaliser, hein, en mettant en avant l'idée de réunification nationale ou d'unité nationale. Ce pari a été perdu et l'échec est vraiment très dur. Il est même, je dirais, décisif, je pense, sur le plan politique, parce qu'Enarda devra payer un coût électoral par rapport à cet échec.
Monsieur El Tifi, oui, sur ces sur tentatives quand même d'intégration d'Enarda, cette volonté d'intégrer tous les acteurs de la société civile. Ça, c'est justement, si on veut enjoliver les choses, on dit comme ça. Ça se passe pas comme ça. En tous les cas, c'est pas votre point de vue, ça on le comprend. Bien sûr. Moi, je parle de faits concrets et c'est à vous de me les expliquer. Je vais les dire après. Par rapport à la Troïka, vous dites que c'est pas le Nahda qui gouverne, mais c'est la Troïka. C'est Nahda qui gouverne sous un pseudonyme qui s'appelle la Troïka. Tout le monde sait que il y a deux ministères qui gèrent toute la Tunisie. Le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur. Excusez-moi, mais je reviens après. Vous pouvez répondre après. Mais n'appartient pas au mouvement des Nahda, monsieur. Non, ce sont deux ministres indépendants. On a deux figurants maintenant, mais c'est M. Ali Al-Araïd et son conseiller politique qui gouverne. Excusez-moi, ça, on le sait. Deuxième chose, quand vous dites que les syndicats de la police et tout, donc ils sont en train de pousser, ils appartiennent à l'ancien régime, qu'est-ce qu'ils demandent, les syndicats de police? Ce sont sous leur pression et sous la pression des partis de l'opposition et des forces de la société civile que le deuxième gouvernement a été amené à entamer la lutte contre le terrorisme. Quand vous dites que Nahda a essayé d'intégrer... Excusez-moi. Quand vous dites que Nahda a essayé... de la démocratie et de l'état de droit, ce n'est pas des syndicats de police de le faire, je vous le dis. Non, parce que c'est très simple. C'est très simple. Quand la police sent que les décideurs politiques, en l'occurrence leur ministre de l'Intérieur, est en train de pratiquer un certain laxisme et est en train de couvrir le terrorisme, qu'est-ce que vous attendez? C'est le rôle de l'opposition politique de le dire. Ce sont eux qui payent de leur vie sur terrain. Ça, c'est Primo. Vous pouvez répondre après. Juste vite fait. Le 5 mai 2012, le syndicat de police a déclaré qu'il y a des camps d'entraînement dans les montagnes tunisiennes. La réponse de M. Ali Al-Araïd, ministre de l'Intérieur à l'époque, c'était quoi? Ce sont des gens qui travaillent, ce sont des gens de renseignement qui travaillent pour le compte d'une puissance étrangère. Ce sont des traîtres. Maintenant, on découvre que ces camps existent et c'est Chambi et c'est Gbolat. Ça, ce sont des faits, monsieur. Flavien Bourrat, sur effectivement... Ça, c'est pas une façon d'intégrer les groupes extrémistes dans l'enjeu politique. Excusez-moi de vous dire quelque chose. Je ne suis pas sûr que vous compreniez ce que je dis. Je le précise très gentiment, mais on parle du même groupe. Vous dites qu'on a voulu les intégrer. Quand on veut les intégrer, il ne faut pas cacher. Vous comprenez ce que je dis. Je vous le dis très gentiment. Peut-être si vous voulez clarifier, je reviendrai vers vous, Flavien Bourrat, mais si vous voulez clarifier peut-être. J'avais dit tout simplement que le pari perdu par Enarda était d'intégrer politiquement et de banaliser. Oui, parce que l'on entend ça, qu'il y avait en même temps un double jeu entre vouloir intégrer et en même temps cacher des éléments de formation djihadiste dans le désert. Voilà, quand on nie qu'il y a des camps d'entraînement, ce n'est pas une pratique pour intégrer politiquement. Alors, Monsieur Bourrat, Flavien Bourrat, sur effectivement... Oui, pour compléter ce que vous avez dit, je crois qu'il est très important, cet échec d'Ennahda à intégrer Ansar Sharia notamment. Au fond, c'est ce qui a... au fond, rejeté, renvoyé ce groupe dans la clandestinité, puisque d'ailleurs il a été déclaré comme organisation terroriste par le gouvernement. Donc là, effectivement, il y a un échec politique du parti dominant actuellement. En même temps, c'est intéressant de s'interroger sur la démarche d'Ansar Sharia, qui a toujours oscillé entre une dimension donc djihadiste qui rejette au fond l'État, qui rejette la démocratie et le pluralisme. Oui, bien sûr, mais qui rejette surtout la structure, l'État moderne, etc., le jeu politique, et en même temps la tentation d'y participer. Là, très clairement, on le voit, ils sont dans une configuration qui était celle de son ancêtre, qui était ce fameux groupe. Ce groupe combattant tunisien qui a fait parler dans les années 90. Et donc là, on a très clairement un mouvement qui est dans une dynamique qui n'est plus celle d'une dynamique politique, mais une dynamique militaire, si je puis dire, ou violente. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas en train d'assister à un cas malien, c'est-à-dire avec une partie du pays qui n'est pas sous contrôle sécuritaire de l'État, puisque l'État n'a pas la capacité, avec des islamistes qui sont progressivement en train de s'installer dans certaines zones. Non, c'est pas le même. L'État tunisien contrôle. C'est vrai que l'appareil sécuritaire est encore affaibli, elle est en cours de reconstruction. L'armée qui subit le grand fardeau de la révolution, des conséquences de la révolution de la Tunisie, elle est vraiment sur le terrain.
Il surveille nos frontières, il surveille les institutions de l'État. Et donc la Tunisie contrôle toutes ses frontières aujourd'hui. Je serais plus nuancé. Je contrôle, mais sauf s'il y a une décision politique de laisser passer. La situation actuellement en Tunisie est directement liée à la manière dont le régime de Kadhafi s'est effondré. Oui. C'est un régime qui s'est effondré. Au Mali aussi, il y a eu vraiment un jeu de répercussion. Oui. C'est le seul point commun avec la situation malienne, c'est le fait que ces pays ont subi l'onde de choc de la chute du régime de Kadhafi, et plutôt de la manière dont celui-ci a chuté, c'est-à-dire de manière brutale, sans substitution d'une autorité centrale en Libye, susceptible justement de maintenir l'ordre public, de garantir la défense des arsenaux militaires, qui était important sous le régime du guide libyen, et le fait que ces arsenaux aient été dépouillés par notamment des forces djihadistes, et que ces forces djihadistes aient pu utiliser ces armes au Mali, mais aussi aujourd'hui en Tunisie, notamment parce que les frontières demeurent dans cet espace maghrébo-sahélien relativement poreuse, y compris entre la Libye et l'Algérie. Je ne reviendrai pas sur la prise d'otages spectaculaire de la centrale de gaz. Enfin, tout ça pour dire que voilà, la Tunisie, là, pour le coup, subit l'onde de choc de la chute du régime. Mais donc ma question, c'est est-ce qu'elle a la capacité sécuritaire aujourd'hui de pouvoir réfréner ces velléités C'est une question légitime à laquelle le pays est confronté. Techniquement, administrativement, on a les capacités. Ce qui manquait, c'était donc la volonté politique. C'est ça, au début, c'était ça le fond du problème. Il n'y avait pas de volonté politique. On comprend la situation globale, la chute du régime de Ben Ali, l'affaiblissement de l'État, la chute de l'État et du régime de Kadhafi en Libye. Tout ça donc rend un tout petit peu les frontières, un tout petit peu très voilà, justement. Mais le problème, ça n'explique pas des pratiques qui sont douteuses donc, au sein du gouvernement de Nahda. Je vous donne un exemple. L'agression contre donc, la manifestation qui a été organisée face à l'ambassade américaine. C'est un exemple très clair. Donc, ils se sont rassemblés autour de la mosquée El-Fatah, à 3 km de l'ambassade américaine. Ils les ont laissés passer durant 3 km. Ils n'ont pas envoyé un vrai renfort pour essayer de sécuriser les lieux autour de l'ambassade. Ils ont tout laissé. Juste après, le leader de ce groupe, qui est aujourd'hui considéré comme terroriste, qui s'appelle Abou Iyad, a été encerclé au sein de la mosquée. Et le ministère de l'Intérieur lui-même, il a dit, on l'a laissé donc partir. J'entends ce que vous dites, mais il y a des faits concrets. Oui, mais qu'est-ce que l'opposition veut aujourd'hui? Qu'est-ce que l'opposition propose aujourd'hui? Parce qu'il y a une situation économique qui est là. Pour l'instant, il y a une crise politique et du coup qui empêche, on l'a dit tout à l'heure, qui empêche tout essor économique. Justement, j'ai dit que la crise, c'est une crise politique sur un fond de gouvernance. Il suffit que cette mauvaise gouvernance se mette à côté et on laisse la place pour un gouvernement donc de compétences indépendant politiquement, juste pour préparer les prochaines élections. Parce que la situation actuelle, sur le plan politique, sur le plan économique, c'est tout à fait normal. Là, vous demandez à un gouvernement élu de se mettre de côté, donc ça pose un certain problème. Bien sûr, dans les démocraties, quand il y a un échec, on peut démissionner. Ce qu'on lui demande, c'est de démissionner. Le gouvernement a démissionné. C'est une manière de déresponsabiliser l'opposition. Moi, je suis au contraire pour que l'opposition assume ses responsabilités historiques. Ça veut dire proposer des solutions sans forcément être opposé. Ça ne veut pas dire que c'est au gouvernement, faire des gouvernement technocratique. Il faut sortir de la formule du 23 octobre. Cette formule qui a échoué à mettre en place la phase transitionnelle, il faut la changer. Comment on peut la changer? À travers de nouvelles élections libres. Parce que la situation actuelle, sécuritaire et politique ne le permet pas. Ce que je voudrais dire, c'est que la première responsabilité politique pèse sur Enarda. Mais aujourd'hui et pour l'avenir proche, la responsabilité est sur les épaules de l'opposition. On attend de l'opposition de proposer une offre politique viable parce que la population attend une alternative viable. Elle l'a déjà proposée. Non, mais je dis... là est la responsabilité de l'opposition. Je pense que c'est insuffisant de renvoyer finalement la responsabilité de la gouvernance à des gens
issue de la technocratie, parce que c'est une solution à court terme et qui surtout ne répond pas à l'ambition démocratique du pays. On ne peut pas dire que la démocratie, c'est remettre la responsabilité politique aux mains de technocrates. À un moment donné, il va falloir, en tant qu'élu, assumer son vote et assumer le gouvernement qu'on a porté au pouvoir. Moi, je souhaite que l'opposition affronte sur le terrain économique, social, pas simplement idéologique sur les questions du rapport entre l'État et l'islam, qui sont des questions importantes naturellement, mais vous savez bien que l'attente aussi est ailleurs. Donc, d'une certaine manière, aujourd'hui, il faut renvoyer les deux acteurs à leur responsabilité. C'est de consolider le pays, lui permettre de retrouver, d'acquérir une solidité économique qui lui permette d'être viable et surtout de répondre à l'attente de la population, parce que c'est ce qu'attendent les Tunisiens, de pouvoir avoir du travail. C'est ce qu'ils demandaient il y a déjà 4 ans. Je reviens à la responsabilité depuis l'arrivée de ce gouvernement. C'est une responsabilité qui devrait être due, partagée entre le gouvernement et l'opposition. Malheureusement, l'opposition n'a pas joué son rôle pour stabiliser le pays et pour présenter des projets, que ce soit pour ces partis politiques en vue des élections prochaines, ou bien pour quand même apporter des contributions significatives au fonctionnement de l'État. Malheureusement, ce qu'on connaît de l'opposition, c'est dire non, tout simplement, à tout projet. Non, l'opposition a permis notamment certains reculs de la part d'Ennahda, des reculs salutaires. Elle a fait pas mal de reculs. Notamment sur la place de la charia dans la Constitution, c'est pas des reculs. Non, mais c'est bien qu'Ennahda ait pu à un moment donné se remettre en cause et reculer. C'est pas recul au sens négatif. Faire des compromis, pour moi, je parlais des sacrifices. Elle a fait pas mal de sacrifices. Elle a fait pas mal de sacrifices. Non, des compromis, c'est quelque chose de noble en démocratie. C'est la capacité à s'interroger et éventuellement se remettre en cause. Excusez-moi, lorsque le terrorisme frappe, il frappe partout dans le monde et ça ne se justifie pas son action en Tunisie. Je ne le justifie pas. Mais lorsque le terrorisme frappe, alors on demande la destitution du gouvernement. Ça, c'est pas logique. Et si en France, il y avait 2 ans, il y avait l'acte terroriste à Toulouse, je crois, les terroristes Mohamed Merah, et les terroristes tunisiens, c'est la même fabrication de celui-là, des terroristes français. C'est la même fabrication. D'ailleurs, le terroriste numéro 1, Audé, qui a perpétré comment dirais-je, tous ces actes terroristes en Tunisie, il était emprisonné ici en France, il était en Syrie, il était en Irak, je ne sais pas où il était. C'est-à-dire, c'est la même fabrication. Donc, vous savez, François Hollande, il était élu à 52 à peu près, ou 53%. Oui, non, mais on ne va pas revenir sur une comparaison. En plus, les modèles ne sont pas les mêmes. La barre de 20%. À ce qu'on demande, vous êtes encore une démocratie récente. Flavien Bourrat, est-ce que le peuple français demande ou bien exige le départ de François Hollande? Juste une petite réponse. Le mandat de l'ANC a expiré. Le mandat a expiré. Depuis 1 an. Sur le plan de la légitimité, il y a un problème. Flavien Bourrat, tout à l'heure, vous minimisiez tout de même la radicalisation des djihadistes dans le pays. Néanmoins, quand on voit ces attentats aujourd'hui, on sait le poids que cela peut avoir économiquement sur un pays tel que la Tunisie, quand on sait que le tourisme, c'est ce qui fait tourner son économie. Non, je ne voulais pas minimiser la radicalisation. Peut-être... Concernant la réaction de la société tunisienne, je ne suis pas sûr. Heureusement qu'on soit dans un processus. Les Tunisiens, on le sait, sont quand même des gens assez modérés, aptes au compromis. Ce sont des tout petits indicateurs qui, au fur et à mesure, c'est plutôt la création interroger. de poches, de violence. Je pense notamment au secteur nord-ouest de la Tunisie, qui fait face à l'Algérie, où très clairement, on a de très, très profonds... c'est une zone déshéritée. C'est d'ailleurs de là où est partie la révolution, la révolte, avec des zones donc, avec énormément de chômage, etc., dans les villes. Et là... le risque n'est pas forcément avéré. C'est quelque sorte une sorte de collusion entre ces djihadistes qui étaient au Chambi, qui pourraient remonter vers le nord, et disons un milieu de la petite délinquance, vous voyez, qui est malheureusement assez bien implanté, parfois qui ont été influencés par le salafisme, quelquefois pendant leur emprisonnement. Bref, tout ça peut aboutir à constituer des poches de groupes violents, pouvant bénéficier d'un terreau, d'un certain soutien local. Là, il y a un risque, mais il n'est pas pour le moment totalement avéré. Mais c'est un danger. Beaucoup de choses à évoquer, mais ça va être la dernière. C'est juste un élément très important. La spécificité de la société tunisienne par rapport aux autres sociétés arabes, c'est le dynamisme de
sa société civile. Et on le voit actuellement à travers le rôle joué par l'Union générale du travail, par les autres organisations dans le processus donc, de négociation actuel. Donc, parce que la guerre contre le terrorisme, ce n'est pas uniquement une affaire de l'État, c'est une affaire de société, des intellectuels. Et ça, c'est une vraie spécificité. Et ça, ce sont des garanties pour l'avenir de la Tunisie. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Je vous remercie beaucoup, messieurs. En plus, j'ajoute que les Tunisiens, la nature tunisienne, c'est contredit avec le terrorisme. On clôture avec une entente. Moi, j'en suis plutôt ravie. En tous les cas, on sait qu'un enlisement serait dramatique et c'est pour ça que ce qui se passe en Tunisie est observé de très près pour le reste du monde arabe. Vous restez avec nous. Mounia Benaïssa nous a rejoint sur ce plateau pour un œil sur les médias. Alors, Mounia, bonsoir. Vous continuez de nous parler de la Tunisie ce soir. Oui, absolument. Le sujet fait beaucoup de bruit sur Internet et sur les réseaux sociaux. Alors, on va commencer avec un édito du journal Le Monde qui titre « L'Europe ne doit pas abandonner la Tunisie ». Donc, l'édito revient sur les débuts de la Révolution, sur la Tunisie qui était considérée comme un modèle. Et maintenant qu'elle est plongée dans un marasme économique et qu'elle est dans des difficultés, le journal Le Monde dit qu'il ne faut pas abandonner la Tunisie dans ces difficultés parce que ça enverra un mauvais signal justement à tous ces démocrates à travers le monde arabe. Et également aussi, c'est aider la Tunisie, c'est aider bien sûr les Tunisiens, mais c'est aussi aider l'Union européenne. Ça permettrait également d'éviter toutes ces tragédies, comme on a pu voir à Lampedusa. Il y a des réactions, bien évidemment, sur Twitter. Oui, énormément. Alors, comme The Slim 93 qui dit « La Tunisie d'aujourd'hui, c'est braquage, viol, armes, attentats terroristes, pauvreté, politique nulle. Elle n'est plus belle, ma Tunisie ». Alors, bien évidemment, la gouvernance a condamné ces attentats et dénonce en fait une tentative de torpiller la transition politique en Tunisie. Donc, c'est un communiqué de Moncef Marzouki. Alors, justement, sur Twitter, on réagit là-dessus en disant qu'en Tunisie, les seuls qui suivent vraiment une feuille de route et un calendrier, ce sont les terroristes. Donc, ça pointe un peu du doigt toute cette lenteur politique en Tunisie. Mais le bilan n'est pas totalement négatif. Les différents partis d'opposition n'arrivent pas à se mettre d'accord. Hein. C'est ça, exactement. Mais il y a Amira Yayaoui, qui est la présidente d'une ONG Al-Bawsala, qui est en quelque sorte l'observatoire de l'Assemblée nationale constituante, qui dit « Dans ce flou politique et ce climat d'insécurité, nous ratons la joie des avancements très positifs par la commission du consensus. L'article 141, enfin supprimé. Cet article qui disait que l'islam était religion d'État, donc a été supprimé. D'autres avancées ont été faites, donc le bilan n'est pas tout à fait négatif. » Donc Al-Bawsala, qui est cette ONG qui suit de très près les travaux de l'Assemblée nationale constituante. Et des travaux d'ailleurs et des tweets qui sont suivis par le Huffington Post Maghreb et qui relatent dans un article, grâce aux tweets d'Al-Bawsala, les avancées de l'Assemblée nationale constituante. Voilà. Un autre sujet que vous vouliez aborder ce soir dans un œil sur les médias, c'est ce commentaire de Marine Le Pen aujourd'hui concernant les otages français. Alors, descente de l'avion, oui, voilà, une déclaration plus que maladroite. Oui, d'ailleurs, on peut l'écouter. On va écouter Marine Le Pen, les déclarations de Marine Le Pen sur les ex-otages d'Arlit. J'ai trouvé cette extrême réserve étonnante, j'ai trouvé leur habillement étonnant, j'ai ressenti un malaise en voyant ces images. Les deux qui portaient la barbe taillée d'une manière qui était tout de même assez étonnante. Cet otage avec le chèche sur le visage, tout ça, voilà, je pense que ça mérite peut-être quelques explications de leur part. Alors Marine Le Pen qui demande des explications aux otages sur leur look. Alors bien sûr, ça a fait réagir sur la twittosphère, surtout d'abord les politiques. Donc on a Najat Vallaud-Belkacem, porte-parole du gouvernement et ministre du droit des femmes, qui a réagi sur Twitter en disant « Invraisemblable indécence de Marine Le Pen à l'égard des otages libérés ». Après plus de 3 ans de captivité, on a aussi le premier secrétaire du Parti socialiste, Harlem Désir. Les déclarations de Marine Le Pen sur les otages sont honteuses et antipatriotiques. Elle doit s'excuser auprès des otages et leurs familles. Et on a aussi ce petit tweet de Roger Carucci qui dit « 37 mois détenus dans le désert, Marine Le Pen aurait voulu que les otages nous reviennent en costume 3 pièces et rasés de près. » Comment dire ? Ça réagit aussi, non pas des réactions politiques, mais sur Twitter, des autres réactions.
Alors, Marine Le Pen, alors ils ont fait un parallèle avec la série Homeland, ou dans cette série américaine où un GI... Oui, a été retourné par ses geôliers. Exactement. Donc, Marine Le Pen devrait sûrement arrêter de regarder Homeland, vu sa parano. C'est la 3e saison. Ouais. Un chèche, une barbe, un air contrit ne fait pas le salafiste. On a aussi cette réaction de Maître Plagiaire qui dit « Je n'ose imaginer sa réaction si elle va dans une fac de lettres ». Voilà. Merci beaucoup, Mounia. Effectivement, oui, fac de lettres, là, avec le chèche, elle en aura beaucoup. Le chèche et barbe, il y en a beaucoup à Saint-Germain aussi. Merci beaucoup, Mounia Benaïssa, pour un œil sur les médias. Je vous remercie à vous d'être venu sur ce plateau et de nous avoir permis de mieux comprendre où en était la société tunisienne. Et je crois qu'on l'aura compris ce soir, eh bien, il y a une volonté, en tous les cas, de se tourner vers l'avenir et de tout faire pour défendre un État fort. Merci beaucoup. Vous restez avec nous sur France 24, un journal dans un instant. Et moi, je vous retrouve bien évidemment demain.